Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'Apologie de Socrate écrit par Platon. Ici, c'est probablement le texte de jeunesse de Platon qui est l'un des plus intéressants car Socrate se défend contre les accusateurs. Mais avant tout, n'oubliez pas de laisser un commentaire en bas pour discuter de cette vidéo ou de n'importe quel autre sujet. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Le dialogue commence avec Socrate qui se défend contre les accusations qui lui sont portées. D'abord, on lui accuse de l'impiété, on l'accuse de corrompre la jeunesse et on l'accuse d'être un sophiste, c'est-à-dire qu'il aurait une rémunération pour la sagesse qu'il enseigne. Alors Socrate, il commence son discours en disant qu'il se distingue d'abord déjà des rhéteurs, donc des sophistes, qu'ils utilisent lors de la parole, donc de la rhétorique, pour faire des beaux discours, pour convaincre les gens par des tournures de phrases compliquées qui mêlent les gens, qui font ce qu'on appelle dorénavant des sophistes. Ce sont des sophismes, je veux dire, c'est lorsqu'on utilise un faux raisonnement pour volontairement mener quelqu'un dans le mauvais chemin. Ainsi, Socrate se distingue des rhéteurs en disant qu'il ne va pas parler d'une belle manière. Au contraire, il va plutôt préférer de dire la vérité. Ainsi, c'est déjà une attaque lancée envers les sophistes que Platon et Aristote vont autant critiquer que Socrate. Bon, si vous avez vu ma vidéo sur Socrate, que je mettrai le lien ici quelque part, vous savez que l'une des premières causes, l'une des premières raisons pourquoi Socrate est mis à un procès, c'est à cause de la pièce d'Aristophane qui s'intitule Les Nuits. Dans cette pièce, Aristophane fait un portrait vraiment péjoratif de Socrate. Aristophane le montre comme un voleur, comme un menteur, comme un sophiste, comme une personne qui s'intéresse à la physique. Dans cette pièce, Socrate va regarder des nuages et va en créer toute une divinité et donc à la fin, il fait un culte entier sur des nuées, d'où le titre Les Nuées. Socrate se défend absolument de s'intéresser à la physique. Au contraire, Socrate propose plutôt toute une philosophie sur les vertus. Socrate alors anticipe déjà un contre-argument venant de ses accusateurs. Comment se fait-il qu'il se prétend sage, ou du moins qu'il prétend avoir une certaine sagesse, alors que, comme il le dit, il n'a aucune connaissance, car Socrate s'affirme ignorant. Il dit qu'il n'a aucune connaissance, qu'il n'a jamais enseigné dans sa vie, donc il n'aura pas vraiment pu corrompre la jeunesse, puisqu'il n'a rien enseigné. Évidemment, il n'a rien enseigné car il ne connaît rien. Donc, Socrate, pour expliquer son point de vue, il va raconter une histoire. Il dit qu'il aurait rencontré l'oracle de Delphes et qu'il lui aurait demandé de lui dire qui était l'homme le plus savant à son époque. L'oracle de Delphes va donc demander à la divinité. Donc l'oracle de Delphes, tous les oracles en fait sont très reliés à la divinité. Donc en quelque sorte, Socrate demande une réponse à Dieu lui-même. L'oracle de Delphes, étrangement, surtout pour Socrate qui s'affirme ignorant, lui dit que l'homme le plus savant est Socrate. Donc Socrate va évidemment penser que l'oracle s'est trompé, mais ici on peut voir un Socrate qui est un peu arrogant de lui-même. Il prétend remettre en cause les paroles d'une divinité, alors que pour Socrate lui-même, la divinité dit toujours la vérité. Donc Socrate part donc à la recherche des gens qui auront une vraie connaissance comparée à lui qui s'admet ignorant. Car au fond, puisqu'il veut démontrer que la parole de Dieu a en quelque sorte tort, il va donc partir à la recherche de quelqu'un qui sera plus savant que lui. Ici, il y a une acception très générale dans le temps de Socrate, c'est le mot savant.
c'est le mot sagesse, c'est le mot sage en général, qui est souvent traduit pour le mot sophos. Sophos, dans le temps de Socrate, désignait en général toute connaissance. Donc, le cordonnier ou l'arpentier étaient en quelque sorte aussi sophos, car ils ont une connaissance d'un art. Évidemment, à la suite de Platon, le mot sophos, c'est-à-dire sagesse, va se spécifier de plus en plus pour désigner uniquement les philosophes ou les gens qui ont une véritable sagesse comme on l'entend aujourd'hui. Donc, les premières personnes que Socrate ira tester la connaissance, ce seront les politiciens. Les politiciens, eux, ils affirment détenir la vertu, donc pouvoir enseigner la vertu aux citoyens. Et donc, les politiciens seront mis à l'épreuve par la méthode hellénique de Socrate. La méthode hellénique fera partie d'une autre vidéo que je ferai, mais essentiellement, c'est un mode de discussion où Socrate tente de réfuter et de montrer l'ignorance des interlocuteurs par rapport au savoir que supposément ils détiennent. Donc, on peut avoir un exemple de ce dialogue dans un écrit de Platon qui s'intitule Charmide. Charmide, c'est un oncle de Platon et c'est un politicien, justement. Dans ce dialogue, il met en scène Socrate et Charmide qui discutent pour savoir qu'est-ce que la vertu. Évidemment, Charmide ne le sait pas et Socrate montre en fait que Charmide pensait qu'il savait qu'est-ce que la vertu. Il pensait le savoir, il pensait l'enseigner même et au fond, il ne le savait point. Et donc, c'était une ignorance qui était encore pire, en quelque sorte, que celui de Socrate, car Socrate admet que lui, il soit ignorant. Ainsi, il fait beaucoup moins de dommages à ses concitoyens et aux gens qui, supposément, il enseigne, parce qu'au moins, lui, il admet ne pas le savoir. Ainsi, il peut seulement pousser à la recherche du savoir. Lorsqu'on admet qu'on est ignorant, on peut seulement aspirer à savoir. Alors que lorsque, comme Charmide, qui pense connaître qu'est-ce que la vertu, de un, il ne le cherche pas, et de deux, il nuit aux gens en diffusant une définition qui est mauvaise. Ainsi, à la fin du dialogue, Charmide admet finalement à Socrate qu'il n'est pas prêt à rentrer en politique, car il ne connaît même pas encore la définition de la vertu. Tout de même, on verra que historiquement, Charmide participe à la politique, et en fait, ici, c'est une scène fictive de Platon. Ce n'est pas un rapport qui est véritable. Platon remet en scène encore une autre fois Socrate et cette fois-ci il met en scène Alcibiade dans le dialogue qui s'intitule Alcibiade. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une analyse de ce dialogue. Vous pouvez le retrouver dans une de mes vidéos. Dans ce dialogue-là, il tente aussi de chercher qu'est-ce que la vertu. Et encore une fois, Alcibiade, qui veut rentrer dans le domaine politique, finit par admettre à Socrate qu'il ignore qu'est-ce que la vertu. Or, pour Socrate, on ne peut pas faire la politique sans savoir qu'est-ce que la vertu. Cependant, en questionnant ainsi tout le monde, tous les politiciens, toutes les grandes figures publiques, il se fait beaucoup d'ennemis, évidemment. Ce ne sont pas des entretiens qui se passent en privé. Habituellement, Socrate questionne les gens en plein public, dans le trottoir, dans la place de l'Agora. Donc, en fait, lorsque quelqu'un admet qu'il ne connaît pas devant Socrate, il admet aussi devant plusieurs personnes. Et évidemment, au lieu de se tourner vers le savoir, comme Socrate l'espère, ils ont une rancœur et une haine envers Socrate. Et c'est pour ça qu'en fait, Socrate est condamné à avoir un procès et ensuite à la mort. Donc, Socrate, en cassonnant des gens après des gens après des gens, tous ces gens-là finissent par l'haïr et le force à avoir un procès public. C'est un peu comme si Socrate questionnait devant la télévision, devant tout un public. Par exemple, ici au Canada, ce serait Justin Trudeau, mais Donald Trump, n'importe qui, ils font voir devant toute la population qu'en fait, ils veulent être président, mais au fond, ils ne connaissent rien. Donc, la leçon que Socrate tire
de ces dialogues avec les politiciens, c'est que les politiciens pensent savoir qu'est-ce que la vertu, mais au fond, ne savent rien. Dans un sens, Socrate est donc plus sage, car lui, il admet son ignorance. Donc, comme j'ai dit, il ne va pas nuire aux autres. Après les politiciens, Socrate va se tourner à un deuxième domaine d'expertise, les poètes. Les poètes, à la suite de longues discussions, comme illustré dans un autre dialogue de Socrate, par un autre dialogue de Platon, intitulé Ion. Ion, c'est un rhapsode, donc c'est une personne qui a appris les poèmes d'Homère par cœur et les récite devant la place publique. Socrate va demander à Ion qu'est-ce qu'il a appris grâce aux poèmes d'Homère. Qu'est-ce qu'il prétend enseigner aux autres par les poèmes d'Homère. Qu'est-ce que Homère, au fond, a vraiment voulu dire ou qu'est-ce que Homère lui-même détenait comme savoir, par exemple, lorsqu'Homère décrit toutes les manières, toutes les stratégies des Grecs afin d'affronter les Troyens, ou la manière comment les soldats combattaient, etc. Mais au fond, est-ce qu'il le savait vraiment? Évidemment non. Homère, ou n'importe quel poète, n'importe quel rhapsode, décrit seulement d'une manière très imaginée ce qu'il pense connaître, ou du moins ce qu'il prétend connaître. Au fond, Homère, oui, décrit des stratégies, mais au fond, il ne les connaît pas vraiment. Ce n'est pas un stratège, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un général. Donc, au fond, il prétend apprendre quelque chose aux autres, mais lui-même ne le sait pas. Et Socrate va donc demander à Ion, quelle société connais-tu vraiment qui a été éduquée, qui a atteint une grande éducation grâce à Homère? Évidemment, Ion ne peut pas répondre, car ça n'est jamais vraiment arrivé. Évidemment, on peut réfuter que Homère a servi de base de l'éducation des Grecs, mais c'est justement ça que Platon veut contester et remettre en doute. Homère, qui sert donc de base à l'éducation en grand guillemets des Grecs, c'est plus une culture générale pour Platon, le fait que Homère, qui lui-même ne détient pas de savoir, est servi comme éducation pour les Grecs, c'est très mauvais. Ils auront une mauvaise conception des dieux qui sont avares, qui ont la vengeance, une envie de vengeance, qui sont envieux, etc. Donc, Homère aussi prétend connaître la vertu, mais au fond, si on lit l'Iliade ou on lit l'Odyssée, la vertu n'est jamais vraiment définie et, selon Platon, il y aurait une mauvaise conception de la vertu aussi en arrière de toutes les actions de ces héros. Donc, encore une fois, Socrate conclut que les poètes pensent savoir, ils pensent enseigner quelque chose. Ici, encore une fois, ça peut être la vertu comme n'importe quoi. Ils pensent enseigner quelque chose, ils pensent savoir alors qu'ils ne savent rien. Encore une fois, Socrate est plus sage qu'eux, car lui au moins il admet son ignorance. Finalement, le troisième groupe que Socrate dit qu'il est allé questionner, ce sont les artisans. Les artisans ici, ironiquement, Socrate va admettre qu'ils ont une connaissance, car les artisans, par définition, ils ont un art. Par exemple, le boulanger, il a l'art de la boulangerie, ou le cordonnier, il a l'art du cordonnier. Donc, ils ont une véritable connaissance, contrairement aux politiciens ou aux poètes, selon Socrate. Par contre, puisqu'ils ont un art, puisqu'ils ont une certaine connaissance, qui est d'ailleurs très banale selon Socrate, ils vont ensuite prétendre avoir une connaissance très générale sur quelque chose qui est beaucoup plus élevé. On peut prendre l'exemple assez récemment avec Donald Trump. Donald Trump, il a une certaine connaissance qui est d'ailleurs contestable, mais bon, une certaine connaissance de l'économie, de comment gérer une entreprise. Et ensuite, avec cette connaissance de l'économie ou du businessman, il prétend ensuite pouvoir gouverner tout un État. Et évidemment, c'est un sophisme. Donc, c'est justement ça que Socrate dénonce, le fait d'avoir une petite connaissance sur quelque chose qui est pas mal anodin, et ensuite prétendre avoir une connaissance générale sur tout à cause qu'on a une petite connaissance. Donc, encore une fois,
Socrate est un plus sage car il reconnaît son ignorance alors que les autres prétendent savoir quelque chose qu'ils ne savent pas. À la suite de sa visite de ces 3 groupes de sociétés, Socrate comprend finalement qu'est-ce que le Dieu voulait véritablement dire. Au fond, il ne voulait pas dire que Socrate était savant dans le terme absolu, mais qu'il était plus savant que les autres, car au moins il reconnaissait sa propre ignorance, alors que les autres prétendent avoir une connaissance, prétendent être savants, alors que véritablement ils sont aussi ignorants que Socrate. On voit donc une ébauche de distinction qui sera majeure pour le restant des dialogues de Platon, notamment dans ses dialogues de maturité avec la République. Une distinction entre 3 types de Sophia. Sophia qui veut dire sagesse dérivée de Sophos. D'abord, il y a la Sophia divine, qui est la sagesse absolue, c'est la connaissance absolue, c'est la connaissance du Dieu. Donc, c'est une connaissance qui serait positive, avec un contenu positif. Ensuite, il y a la Sophia de Socrate. Donc, la Sophia de l'ignorance, on pourrait dire. C'est reconnaître que l'homme est souvent destiné à seulement reconnaître son ignorance et à aspirer à une connaissance absolue, mais au moins de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Et ensuite, il y a la Sophia dans l'acception commune de l'époque de Socrate, c'est-à-dire avoir une connaissance technique de quelque chose. Par exemple, le boulanger qui a une connaissance de l'art de la boulangerie. Donc, ici, quoique ce n'est pas posé explicitement, on voit une ébauche de séparation entre ces 3 niveaux de sagesse. Autrement dit, l'homme doit s'approcher dans la mesure du possible à la Sophia divine. Donc ici, c'est terminé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère aussi que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire en bas, de liker cette vidéo et de s'abonner pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.